J'ai un peu l'impression de faire un pas de côté, en fait, par rapport à l'ensemble des interventions, parce que je ne suis pas sociologue des sciences et techniques ou du numérique ou des Internet Studies, mais une classique sociologue du travail et des organisations, et qui s'intéresse un peu, j'ai envie de reprendre une des images de Dominique Cardon ce matin. On avait la photo d'Herbert Simon. Il a été prix Nobel pour quelque chose qu'il a publié dans les années 40 sur la décision et l'organisation des entreprises. Et puis après, il est passé à l'intelligence artificielle. Moi, je ne passe pas à l'intelligence artificielle, mais par contre, je travaille depuis une vingtaine d'années sur les mondes informatiques, les mondes du travail informatique et les professionnels de l'informatique. Et sur également un sujet qui est les formes de gouvernance, les outils de gestion et l'évolution des outils de gestion de gouvernance des individus, avec des phénomènes qui ont été soulignés ce matin, de quantification qui a changé progressivement depuis le 19e, depuis l'invention de la statistique et jusqu'aux indicateurs de performance individuelle au quart d'heure près pour les livreurs aujourd'hui, et l'introduction donc qui s'est fait naturellement, ça a été souligné par Dominique Boulier, d'outils d'application d'intelligence artificielle dans un monde qui était déjà dans la mesure et le calcul de la performance individuelle singularisée. Donc, c'est par ces deux entrées intellectuelles, la gouvernance des individus et ses développements aujourd'hui, et seconde entrée, l'émergence de mondes professionnels qui calculent, les statisticiens, avec Durkheim, l'Office du travail au 19e, ça a donné nos démocraties sociales, l'alliance entre la statistique et les sciences sociales, les comptables, la philosophie comptable qui a donné les consultants, les évaluateurs, les mondes du professionnel de l'évaluation, une trentaine de revues qui ont été fondées de professionnels d'évaluation dans les années 2000, qui ont donné ce monde transnational de la comparaison évaluative, et aujourd'hui des outils d'intelligence artificielle qui comparent, qui calculent, qui quantifient et qui sont déjà dans le monde du travail. Dominique Boulier a parlé, par exemple, des outils RH qui arrivent. Alors tout ça soulève en interne, dans les entreprises, mais aussi dans l'autre employeur que sont les administrations publiques, les services publics et l'État. Je le citais, Bill de Blasio, maire de New York, a déclenché une enquête sur ces algorithmes de services sociaux, donc d'utilisation des services sociaux. Donc ça entraîne tout d'un coup des questions de l'intérieur, des acteurs professionnels eux-mêmes. Donc l'association des déontologues d'entreprise, ECI, mondiale, a fait un colloque sur les big data, l'utilisation des données personnelles pour s'auto-réguler, trouver des directives avant que le droit vienne les embêter, avant que la loi vienne régir ce qui se passe dans les mondes du travail. Il y a des recherches qui sortent là-dessus. Par exemple, des associations de directeurs des ressources humaines se posent des questions sur la propriété des données des employés. On n'est pas du tout dans les mêmes mondes du droit aux États-Unis ou en France, par exemple, mais on pense qu'il peut se produire ce qui s'est passé pour IBM en 92, qui est passé d'une société de hardware qui vendait des ordinateurs à une société qui vendait des services. Il y a beaucoup d'entreprises qui pourraient faire plus d'argent en vendant les données de leurs 120 000 ou 250 000 employés aujourd'hui sur les marchés des data, notamment, par exemple, à des assureurs, notamment donc on n'est pas dans le tourisme, on n'est pas dans la petite application, mais on est dans des énormes problèmes de captation de valeur des données aujourd'hui. On parle beaucoup des GAFAM qui captent la valeur, des plateformes qui captent 20% de la valeur des données, etc. Mais il y a un enjeu dans le monde du travail classique, à qui appartiennent les données aujourd'hui et comment on va légiférer dessus. Donc, entrée par les mondes professionnels, je regarde les associations professionnelles des déontologues d'entreprise qui essayent de préempter le problème de façon mondiale. Donc, voici pour quelques éléments pour vous dire d'où je parle. Alors, le problème, c'est que mon ordi ne me montre pas ce qui est derrière, donc je vais tourner la tête tout le temps, excusez-moi. Là-dessus se greffe le fait que je rentre de 2 ans, en fait, de séjour de recherche invité à Boston. J'étais invitée dans un département d'histoire du travail à Harvard, mais j'ai beaucoup travaillé avec le Media Lab au MIT.
Et j'ai aussi étudié l'écosystème collaboratif de la région de Boston, et notamment j'ai fait beaucoup de hackathons avec le Centre de recherche artificielle de l'ECSAIL du MIT pour travailler avec eux sur des projets. Donc les promesses techniques. Donc je vais faire 3 choses dans cet exposé. Je vais commencer... donc parmi les 3 choses, je vais vous raconter 2 expériences, justement de projets sur le travail, qui affectent le travail, qui sont conçus du coup par des machine learners. Mais en contact, parce que ce sont des hackathons, moi je n'étais pas dans le labo, je n'étais pas en train de coder, dans des hackathons, en contact avec la population générale. Donc c'est conçu déjà avec... il y avait dans le groupe auquel j'ai participé, il y avait un prof de mindfulness, de pleine conscience et de bonheur au travail. Il y avait des gens qui n'avaient jamais codé et qui étaient là pour justement essayer de... Donc il y a des protocoles déjà de conception dans certains cas qui intègrent les parties prenantes, comme on dit. Donc je vais vous parler de 2 cas là-dessus, mais je vais commencer d'abord par poser les choses, parce que ça n'a pas encore été fait, de pourquoi on pose la question de l'intelligence artificielle et du travail dans le débat public aujourd'hui. Donc je vais revenir très rapidement en introduction sur la série de rapports qui a alarmé et qui a fait rentrer en fait la question de l'intelligence artificielle dans l'espace public, non pas général, mais celui des démocraties sociales. C'est-à-dire les démocraties sociales qui régulent et qui sont fondées depuis le 19e sur des droits sociaux, un équilibre social et un fonctionnement démocratique qui repose sur du travail salarié, sont au premier plan de cette inquiétude sur les liens. Et en 3e partie, je reviendrai sur ce que j'ai vu émerger donc, à Boston dans une trentaine de lieux où j'ai circulé et fait de l'observation, à savoir des débuts, je le citais tout à l'heure dans la salle, des débuts de tentatives d'autorégulation et de régulation de l'intelligence artificielle au travail. Donc je vais parler d'espace public, de débats, d'arènes discursives et narratives où des acteurs sont en conflit pour se partager un discours dominant, un discours hégémonique, le bon narratif sur l'intelligence artificielle. Ces arènes sont transnationales, mais je vous le dis tout de suite, il y a une source européenne où l'Allemagne est leader et il y a une source américaine qui essaye donc de standardiser ou d'auto-standardiser ce qui peut être fait pour réguler l'AI au travail. Alors, pour commencer, comment ça se fait que moi je ne vois pas ce qui se passe parce que je vais avoir du... Ah, voilà. Très rapidement, la définition de l'intelligence artificielle que je reprends celui de la Maison-Blanche, du rapport d'Obama à la Maison-Blanche du 12 octobre 2016, qui disait il y a 4 branches, en gros, les data science, l'automation, le machine learning et la robotics. Donc, le principal débat sur l'avenir du travail, ça a été sur l'automation, la robotique, c'est le remplacement des humains par des machines. Il y a eu peu le débat sur le machine learning, mais néanmoins, il a démarré en 2013 avec le premier rapport, notamment anglais, là-dessus. Et ensuite, deuxième définition que je reprends dans ce que je dirais, c'est qu'en fait, il y a eu, en même temps qu'il y a eu tous ces rapports alarmistes, donc on est toujours, hein, vous le savez, utopie, dystopie dans les discours, enchanté, dystopie, tous les textes de tous les rapports, il y en a peut-être une quarantaine que j'ai consultés, que ce soit sur les futurs de l'intelligence artificielle ou les futurs du travail, commencent toujours par écarter le discours utopique ou dystopique et la référence à la science-fiction, à l'imaginaire de science-fiction. Pourtant, quand on se promène dans les mondes des machine learners, la culture, c'est une culture Star Trek quand même, le vocabulaire est là tout le temps, et donc on a tous les termes, le réplicator et l'imprimante 3D, enfin, etc. Donc on a donc on écarte a priori les imaginaires et on écarte le discours utopique ou dystopique sur le futur. Donc, alors, j'ai repris dans quelque chose qui semble faire consensus sur les enjeux éthiques qui sont soulevés par l'AI autour de 4 domaines. Les domaines sont les droits et la liberté fondamentale,
Donc ça inclut la privacy, etc. Labor and automation, donc c'est là-dessus que moi je vais intervenir. Bias and inclusion, je le prends parce que les problèmes de discrimination touchent directement le monde du travail et sont traités à partir du monde du travail dans les débats récents qu'il y a eu sur l'intelligence artificielle et les conférences. Et safety and critical infrastructures, donc ça c'est ce qui a été cité, c'est la possibilité d'intrusion, l'automobile, les drones qui filment, les militaires, etc., etc. Donc je traite des deux du milieu. Donc, deuxième remarque introductive, c'est que donc on a une série de rapports, je vais vous en présenter rapidement 3, depuis 2013. Mais on a une accélération de ces rapports très récente, depuis 2015, en fait sur les 2 dernières années. Je vais revenir à ce que moi j'appelle un tournant autour de 2015-2016. Donc on est vraiment dans du très très récent. Et qui est lié, je l'ai déjà dit de façon complètement directe, à des progrès rapides, à une accélération des progrès. Et enfin, ça je l'ai déjà dit, dans l'entreprise, ce qui prédomine, c'est la question de la surveillance. Et la question de la surveillance et de la propriété des données personnelles, ou de la marchandisation des données personnelles, avec une ambiguïté, c'est-à-dire que je ne suis pas sûre, dans les enquêtes qu'on a de sociologie du travail, que si on demande aux livreurs, par exemple, s'ils sont prêts à renoncer à la surveillance en ayant un contremaître, ou en pointant, ou en étant surveillés en équipe, s'ils reviendraient à un ancien système. C'est un débat qu'on a en sociologie du travail. Il y a un débat où en fait, il y a une ambiguïté par rapport au numérique ou aux acquis de l'intelligence artificielle, c'est qu'il surveille, mais en même temps, il libère. Il émancipe d'un contrôle traditionnel du travail, qui était le contrôle par le lieu, la concentration physique, et le contrôle des corps, des mouvements, des gestes. Et ce contrôle des corps, la libération des corps, notamment des femmes, parce que c'était des contremaîtres hommes qui surveillaient des femmes en général dans les usines, le contrôle, la libération des corps et la libération de l'espace physique est un acquis des luttes sociales. C'est une demande de la condition salariale. Donc comment revenir ? C'est comme l'ambiguïté ou l'ambivalence qu'il y a sur l'évaluation. On ne peut pas demander à des mondes professionnels méritocratiques, par exemple les chercheurs, de ne pas être ambivalents vis-à-vis de l'évaluation, puisque l'évaluation est également reconnaissance et structuration du système méritocratique qu'on espère juste. Donc en fait, on est dans un moment où on a des ambiguïtés extrêmement fortes du public, c'est-à-dire des salariés eux-mêmes, des chauffeurs Uber, qui dans certaines interviews vont dire, mais quand ils viennent de banlieue nord et qui sont ethnicisés ou racisés, comme on dit maintenant, mais quand je suis en costume, c'est la première fois que le mec du 16e, il me parle à égalité et poliment, sinon il ne me voit même pas. Au moins j'ai une visibilité. Donc il y a des enjeux qui se passent au niveau de la démocratisation, transformation, égalitarisation, horizontalisation des rapports sociaux grâce à ces outils numériques qui compliquent une lecture simple en termes d'empowerment qui serait une aliénation, donc moi j'appelle ça le couple autonomie-surveillance. On est prêt à accepter une surveillance virtuelle si on a l'autonomie du corps et de ses mouvements et de sa pensée et de son emploi du temps. Bien. Si je continue, donc ça je l'ai déjà dit, donc je ne vais peut-être pas m'attarder. Pourquoi on a un tournant et ça devient intéressant? Il y a ces progrès du côté du monde technique, une accélération de la reconnaissance visuelle, de la reconnaissance du visage, mais aussi de l'haptics, c'est-à-dire le toucher. C'est-à-dire c'est ces puces qu'on met dans ces capteurs, etc., qui permettent une interface, voilà, je reviendrai. Et l'arrivée des applications blockchain, ça ne marche pas, moi ce que j'ai vu en tout cas, mais ça arrive beaucoup et ça pose toute une série de questions. Sachant que si vraiment ça arrivait dans les mondes des plateformes, le blockchain et des plateformes intermédiaires de services, c'est-à-dire pour remplacer par exemple Uber, Airbnb ou eTool, etc., le blockchain supprimerait ces plateformes propriétaires puisqu'il n'y a pas de coût. Les 20% propriétaires, ça serait une technologie qui supprimerait l'économie de plateformes propriétaires, si ça marchait un jour. Bon, on ne sait pas. Pour l'instant, celles que j'ai vues sur les marchés du travail, elles ont du mal.
Donc, et enfin, l'autre raison pour laquelle ça arrive dans le débat public qui n'était pas cité ici, c'est qu'il y a eu une prise de conscience dans le discours utopique enchanté, y compris de la période Obama aux États-Unis, avec l'arrivée de Trump, la question des fake news et de la manipulation des élections. Voilà. Donc tout d'un coup, il y a eu un désenchantement weberien, très rapide, c'est plus magique, et voilà. Alors attendez, là je me suis trompée parce que je ne vois pas. Voilà. Je suis allée beaucoup trop vite. J'ai du mal, moi. Voilà, alors les rapports. Alors, les rapports importants. Donc, attendez, parce que je suis moins bonne que vous avec les slides, moi. Alors, le premier rapport qui est sorti, c'est un rapport d'universitaires, Carl Benedict Frey et Michael Osborne, que vous connaissez, vous en avez entendu parler, ça fait beaucoup de bruit, à partir qui indiquait qu'à cause du remplacement par de la robotique, donc des robots physiques ou des algorithmes virtuels, on allait perdre 47% des emplois aux États-Unis. Donc, c'est une étude sérieuse qui a été faite sur 702 occupations, emplois types, des infirmières, des comptables, etc. 702, c'est vraiment beaucoup. Et qui indiquait ceci. Ça a déclenché une inquiétude et des peurs, comme on le disait ce matin, rapide, immédiate, mais aussi toute une série de rapports contradictoires. Donc, c'est ça mon point. C'est-à-dire qu'en fait, sur ce futur du travail, on n'a que des contradictions de prévision. Le chiffre de l'OCDE, c'est 9% de suppression des emplois. Et la dernière étude en date du McKinsey Global Institute, qui est par ailleurs très présent dans toute une série d'instituts d'intelligence artificielle, le McKinsey Global Institute, intitulé Job Loss, Job Gain, Workforce Transition in a Time of Automation, 160 pages publiées fin décembre 2017, donc il n'y a pas très longtemps, prévoit de façon dynamique une compensation, voire un solde positif des emplois créés par rapport aux emplois perdus. On ne parle pas de la qualité des emplois. Donc on se retrouve peut-être chez Antonio de tout à l'heure, c'est-à-dire on aura peut-être des gens déguisés derrière toutes les intelligences artificielles. On ne parle pas de la qualité des emplois, mais il parle d'un solde net positif. J'ai jusqu'à quelle heure? D'accord. Alors, je passe à mon deuxième point, donc contexte, prise de conscience très forte, discussion. En Allemagne, le ministère de l'Emploi et des Affaires sociales déclenche des enquêtes en payant 60 scientifiques dans le monde, spécialistes du travail, pour essayer de faire une liste de 350 questions que les démocraties sociales doivent payer pour changer leur politique d'emploi et politique d'accompagnement social, si jamais ça arrive. C'est-à-dire si jamais on sort d'une société du travail salarié ou brutalement, comment faire tenir le pacte social. Donc ce contexte est celui-là. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe vraiment? Donc je vais faire la même chose que ce que vous avez fait, d'autres ont fait ce matin. C'est-à-dire quand on va voir ce qui se passe, quand on va voir les professionnels, on se dit bon sang, c'est pas ça qui va faire chuter toutes les démocraties sociales européennes tout de suite, quoi. Donc je vais vous montrer deux illustrations qui ne font pas chuter les démocraties sociales, mais qui posent des questions sur la façon dont se construisent les algorithmes au travail. Donc c'est basé sur... là, je vous ai cité l'enquête que j'ai faite donc, et les lieux dans lesquels je suis passée. Beaucoup de makerspace, hackerspace, parce qu'on sort un bouquin là, dans 15 jours, au seuil sur les makers, et leur mode d'organisation du travail. Mais aussi beaucoup de centres de recherche partenariats sur l'intelligence artificielle. Alors, deux cas types. Alors, le premier cas, c'est j'ai participé à la conception d'un uniforme intelligent. Alors, ça se passe dans un hackathon au MIT qui est organisé par le mouvement Black Lives Matter. On est après Ferguson. On a eu des morts, des jeunes hommes, etc., noirs, et on se pose la question de comment combattre les discriminations, les biais inconscients
des policiers américains. Donc, ni une ni deux, conférence SOLVE, S-O-L-V-E, à Boston, qui réunit 36 universités. C'est une espèce de grand hub pendant 4 jours. On met de façon spontanée bottom-up. Donc, les gens se réunissent pour essayer de résoudre un des grands problèmes de la planète. Donc, émerge ce problème. Comment résoudre les crimes racistes des policiers américains? Le mouvement Black Lives Matter s'associe avec les anciens du MIT et avec le centre de recherche en intelligence artificielle du MIT, et un projet émerge avec des hackathons successifs pour trouver des moyens. Le projet qui émerge, c'est de faire un uniforme intelligent. Quelle est l'idée? L'idée, c'est d'avoir un gilet pare-balles avec des capteurs qui permettent de capter le stress et de mesurer le stress. Donc on est dans du quantified self, de l'auto-mesure du stress des capteurs. Après une période d'apprentissage des deux, du policier et de l'algorithme intelligent, qui va apprendre comment se conduit le policier en état de stress suivant différentes situations, il y a un système d'alerte par pression, donc c'est un peu comme pour les voitures, là, par pression du capteur, donc c'est de l'haptique, pour alerter le policier quand il est dans un état de stress anormal pour lui vis-à-vis de la situation. Donc moi, je participe au projet. Donc je suis dans l'équipe, on est 15, on discute, il y a du design, etc. Donc je pose des questions dans le projet et des questions de sociologue. Je dis, mais pourquoi vous imaginez un système purement individuel? Pourquoi est-ce qu'on ne mesure pas, par exemple, le stress de la personne par rapport aux autres? Peut-être qu'en faisant du relationnel et de l'écart, on peut voir des comportements anormaux se dégager beaucoup plus vite, sans avoir un apprentissage très loin. Et par ailleurs, si les autres le surveillent, c'est mieux, directement. Et s'ils ont l'habitude et s'ils sont en équipe, ils vont peut-être voir aussi. Toutes ces questions-là intéressent beaucoup les chercheurs. Ils me disent, on peut peut-être l'intégrer, mais ce n'est pas le mode de raisonnement du tout. Le mode de raisonnement est individuel. La reconnaissance faciale est individuelle, le langage est individuel, tout est fondé sur l'individuel. Donc je retrouve ce que tu disais, Dominique, ce matin. La granularité s'organise de façon uniquement individuelle. Ce qui est intéressant quand on le confronte aux équipes policières. On sait comment fonctionne une équipe policière sur les bavures ou non, c'est-à-dire tout est lié en fait à l'équipe et au contrôle par le groupe. Donc voilà. Deuxième remarque, les choses se font. Alors, je vais quand même vous donner les photos parce que là, je parle dans le vide. Voilà, ça, c'est les équipes du hackathon, donc diverses, hein, des femmes, des hommes, de toutes les couleurs, etc. Et des mélanges d'âge aussi, parce qu'il y a des vieux militants du Civil Rights Movement qui ont fait les collines, ils se sont fait tirer dessus dans les années 60, etc., qui sont aussi avec nous. Et vous voyez que c'est pour la bonne cause. On n'est pas dans la puce sous le bras de l'employé pour mesurer ses mouvements. On est pour le mouvement Black Lives Matter et pour éviter des morts. Donc le problème moral n'est plus du tout posé de la même façon. On travaille avec du design thinking. Hackathon, vous en avez déjà fait, donc un design thinking, un animateur, des petits fiches, des grands trucs, on interviewe des gens, voilà. Et puis ensuite, ça c'est mon équipe qui présente le projet et l'uniforme intelligent à la fin. Donc je repasse, voilà. Donc c'est pas... Ce qui m'a frappé, moi, c'est que j'ai quand même passé plusieurs jours avec les personnes. Il a été impossible d'essayer de construire quelque chose qui mette en relation les individus. Donc, ce relationnel-là, avec les capteurs, etc., ce n'était pas la possibilité de l'algorithme. Et la deuxième chose qui m'a frappée, c'est la notion de biais inconscient. C'est-à-dire qu'on travaille sur une psychologisation des discriminations et des comportements et du stress et des réponses physiques et behavioristes. Donc le retour du behaviorisme qu'on citait tout à l'heure. Deuxième exemple, rapidement,
LaborX. LaborX, c'est une start-up bostonienne qui est basée, c'est un intermédiaire du marché du travail. Donc c'est comme LinkedIn ou d'autres plateformes, etc., qui vous mettent en relation. Ils sont leaders aujourd'hui sur le marché. 6 mois après leur création, ils étaient déjà leaders. Et ils explorent blockchain. Donc là, je travaille avec des jeunes hommes de 21 ans et demi à peu près, ou 23 ans, qui se présentent comme monsieur spécialiste de la blockchain dans tout le MIT. Donc, on travaille sur, en fait, il passe beaucoup de temps en soufflant un peu, mais en étant très gentil à essayer de m'expliquer les bases de la blockchain sur un grand tableau blanc, en étant persuadé que vu mon sexe et mon âge, je ne vais absolument rien comprendre et que c'est du temps perdu, mais ils le font par politesse. Mais je reste travailler avec eux. Donc, au bout d'un certain temps, on se rend compte. Donc, leur idée, c'est d'éviter les discriminations en donnant au DRH, aux gestionnaires des ressources humaines, des outils, un algorithme basé sur de la blockchain et LaborX pour recruter. Donc, on fait adhérer les DRH au service. Les gens mettent leur CV, ils ont la garantie de ne pas être discriminés parce qu'ils peuvent anonymiser, ou la blockchain va anonymiser elle-même les critères discriminants pour la personne. Donc on peut ne pas voir la ville d'où vous venez, votre âge, votre couleur de peau, etc. Et par contre, il y a des compétences clés pour être sûr qu'on ne discrimine pas en fonction des compétences. Donc le projet échoue, pourquoi ? Parce qu'il faut tellement réduire les variables de comparaison pour que ça fonctionne, qu'à la fin, on n'a plus suffisamment de diversité de compétences. Enfin, ça n'a pas d'intérêt pour un DRH. Donc, voilà les expériences. Donc, une remarque. Au même moment, donc dans le campus Harvard-MIT, il y avait une espèce partant du département du département African Studies and American African, etc., une réflexion sur le racisme des données. Le racisme des données, pas des algorithmes, mais sur comment les lois antidiscrimination aux États-Unis, qui sont développées depuis 1997, en rendant obligatoire, par exemple, le fait que soit mentionné la race, le sexe, les minorités dans toutes les études médicales, toutes les études de santé et cliniques, avait racialisé la société. Donc c'est un thème qui s'appelle Identity Politics, notamment aux États-Unis. Donc il y avait des femmes noires, une prof noire de 62 ans d'Harvard qui est spécialiste de l'histoire des sciences, qui expliquait que quand elle va chez son médecin maintenant, on ne lui donne plus d'examen pour l'arthrite parce qu'on lui explique qu'elle a des bons os, d'après les études, et par contre, on veut la tester pour du diabète, parce que dans les statistiques médicales, on lui explique que si elle est noire, elle a plus de risques de diabète. Or, le diabète, comme vous le savez, est corrélé avec l'obésité, est corrélé avec la pauvreté. 80% des pauvres américains sont noirs. Donc, en fait, il y a quelque chose de l'ordre en dehors de l'intelligence artificielle, d'une construction des données qui s'est faite aux États-Unis, notamment des données médicales et de santé, qui s'est racialisée. Et on en arrive ensuite, aujourd'hui, au débat sur, effectivement, les algorithmes racistes, les algorithmes qui posent des problèmes et qui sont discriminants au travail. Donc là, je vais conclure sur ma troisième partie, donc troisième thème que je voulais aborder aujourd'hui dans cette rencontre, qui est que se passe-t-il en termes de régulation, finalement, si on revient à l'intelligence artificielle, puisqu'il y a toute une série de rapports qui sont sortis sur le travail, maintenant sur les discriminations, mais aussi sur les problèmes éthiques donc, que posent les algorithmes dans la gouvernance des individus, gouvernance des droits sociaux, accès au crédit dans une banque, accès à l'assurance, etc. Puisque toutes ces questions se posent, quelles sont les tentatives de régulation qui sont en train d'émerger ? Donc, un premier groupe de tentatives de régulation, ce sont les AI Initiatives, les initiatives autour de l'intelligence artificielle. Il y a eu
en 2017, fin 2017 et début 2018, une flopée d'initiatives qui sont nées. Et je vais en passer en revue un certain nombre et ouvrir la discussion après avoir conclu. Donc, première remarque, ces AI initiatives émanent du monde professionnel des computer scientists et des data scientists eux-mêmes, et des machine learners eux-mêmes. C'est-à-dire, on a un monde professionnel qui s'auto-organise, comme ça s'est fait auparavant avec les évaluateurs, avec les consultants, avec d'autres professions. Rappelons-nous que les premiers codes d'éthique aux États-Unis qui sont institués, les Federal Guidelines dans les années 70, ce sont les entreprises qui les ont proposés comme des standards, et ça a donné les régulations éthiques ensuite de la loi de 2002 Sarbanes-Oxley et ensuite la RSE, ce qu'on appelle la responsabilité sociale de l'entreprise. Mais les premières ont été proposées par les entreprises. Donc on a ce phénomène-là qui est en train de se passer, c'est-à-dire que notamment une des plus grandes associations professionnelles de l'électronique et de l'informatique, l'IEEE, qui propose des standards de qualité, est en train de construire 10 standards. Ça a commencé il y a 6 mois, 10 groupes de standards sur tous les sujets que je vous ai cités, labor and automation, data breach, privacy, etc. Donc il y a 10 standards de type ISO 9001, 9002 qui sont en train d'être construits. Il y a, je l'ai dit à l'oral tout à l'heure dans la salle, Chelsea Manning qui annonce il y a une semaine, il faut qu'on se dote d'un code de conduite tout de suite. Donc ce monde professionnel est en train de bouger. Alors qu'on sait que South by Southwest était toujours un monde très positif, très enchanté par rapport à la technologie. C'est la première fois qu'il y a des notes négatives. Je vais pas... décidément. Je reviens donc un tout petit peu en arrière pour monter ce tournant. Le rapport de la Maison-Blanche en octobre 2016, donc il y a un an et demi, sur le futur de l'intelligence artificielle, était entièrement centré sur les potentialités économiques et les potentialités humaines qu'ouvrait l'intelligence artificielle. C'était du positif. Donc il s'agissait de préparer pour le futur. Le plan d'action qui a découlé de cette rencontre à la Maison-Blanche, c'était d'adapter les règles et les lois qui freinent les développements de l'intelligence artificielle pour encourager l'innovation. Donc c'était déréguler, toucher aux réglementations pour pouvoir pousser l'AI. Ça, on est le 13 octobre 2016. Deuxième règle, essayez quand même de réfléchir à la fair, safe and governable artificial intelligence. Et ensuite, comment on fait pour développer une workforce, des savoirs, enfin des formations pour avoir des travailleurs formés, assez de travailleurs d'intelligence artificielle. Donc on est vraiment sur un plan complètement positif. Et on dit il y a vaguement une potentialité d'impact sur les emplois, et Obama dit on va faire un rapport. Il faut que je finisse ? Oui, c'est pas ça que je voulais dire, mais le rapport d'Obama, je m'en souviens. Voilà. Et donc, je voulais juste insister, c'était il n'y a pas longtemps. Octobre 2016, c'est il y a 1 an et demi. Le ton a complètement changé. Donc, on est dans un moment d'inflexion de quelque chose et de prise de conscience politique. La question, c'est quelles vont être les parties prenantes et surtout territorialement, puisqu'on est dans une arène transnationale. Moi, ce que je regarde, c'est en dehors du droit, puisque le droit a des problèmes. Il n'est pas transnational. Donc il y a des acteurs qui agissent de façon transnationale. Les acteurs transnationaux sont les entreprises, les mondes professionnels, les syndicats, on va le voir après, donc des choses, et les États lorsqu'ils sont réunis donc, de façon suffisamment forte, de façon transnationale, notamment en Europe. Donc, je suis sur le Partnership on AI. Même chose, septembre 2016, donc on est à la même époque. Première initiative sur l'éthique dans l'intelligence artificielle au bénéfice des gens et de la société. Réfléchir aux impacts. Qui fonde cette première initiative ? Amazon, DeepMind, Google, Facebook, IBM, Microsoft, Apple. On est dans de la préemption en fait, des problèmes qui vont surgir.
Google, souvenez-vous, avait fait un tour d'Europe sur les questions de privacy pour organiser des débats de façon complètement désintéressée. Donc on est vraiment dans la méthode américaine des Federal Guidelines. On préempte, on propose des standards avant que les standards nous arrivent. C'est une non-profit organization, et moi, ce qui m'a assez étonnée, c'est que cette initiative, qui était la première, pratiquement en la matière, et tout le monde s'est agrégé dessus. OpenAI s'est agrégé dessus. Electronic Frontier Foundations, donc le monde de la neutralité du net, le monde du libre et défense de hackers, qui n'ont rien à voir avec Google a priori ou Amazon. C'est même une guerre ouverte sur d'autres terrains. Donc ça m'intéresse parce que qu'est-ce qui se passe autour d'alliances contre nature à ce moment-là? Ensuite, je suis vraiment désolée, je ne suis pas bonne. Ensuite, une autre initiative à New York, là, on se rapproche, c'est 2017. Donc, c'est la Société Data and Societies qui crée une initiative en son sein sur Intelligence and Autonomy Initiatives. Alors, le but est annoncé carrément. Notre but est to reframe debates around the rise of machine intelligence. Donc là, il y a une prise en compte des professionnels qu'il va y avoir un problème. Donc, il va y avoir un problème. Donc, il faut qu'on intervienne dans le débat public pour reformater le débat public. Là, je suis allée voir de plus près. Il y a une team qui n'a pas encore été recrutée. L'espace de la team est vide. Donc, pour l'instant, on en discutait. On a créé les enveloppes, mais tout n'est pas en place. Le changement de ton est très clair dans la Data Societies. Jusqu'en 2015, on parle de sharing economy. À partir de 2016-2017, on parle de taking economy. Donc il y a la question de la captation de la valeur créée, qui est très clairement politique et qui est remis en place par les mondes professionnels eux-mêmes. Je passe créer en 2017, donc je crois que c'est juillet, Kate Crawford, et là on arrive aux femmes. Il y a plein de femmes qui vont créer des instituts sur l'AI et des initiatives sur l'impact sur la société, notamment à partir de la question des discriminations. Donc Kate Crawford et Meredith Whittaker, ça vient d'ouvrir, ils recrutent 100 chercheurs, pour ceux qui sont intéressés, et personnel en 2018. Ils ont le budget, l'annonce est parue. Ce sont elles qui bossent avec Bill de Blasio sur la gouvernance algorithmique. Et enfin, j'en arrive à un événement qui vient d'avoir lieu également, en février 2018, la première FAT Conference sur le machine learning, donc c'est Fairness, Accountability and Transparency of Algorithms. Et là, on voit des processus qui sont mis en place de ce que tu disais ce matin, c'est-à-dire de dialogue entre les sciences sociales et les machine learners. Les ateliers sont conçus comme des ateliers dits de traduction. Et les traductions sont de computer scientist à social scientist, ou l'inverse, de social scientist à computer scientist. Et c'est là que Joy Buolamwini, que beaucoup d'entre vous connaissent, intervient sur ses dernières recherches. Donc après la question, vous savez, où elle devait mettre un masque blanc pour qu'on la reconnaisse, elle a continué de travailler dessus. Et en fait, elle a testé les différents algorithmes de reconnaissance visuelle. Elle a vu qu'ils étaient tous un problème avec femmes noires, hommes blancs. Elle a écrit à IBM, à tous ceux qui avaient des produits. Seul IBM a répondu en disant on a corrigé. Et ils sont arrivés à 90% de reconnaissance. Donc, on en est dans ces allers-retours entre entreprises, monde professionnel, sciences sociales qui sont en train de se mettre en place sur un débat. Mais ça, c'est les États-Unis. Et tout le monde est ensemble aux États-Unis, y compris Google et Electronic Frontier Foundation. Ce que je voudrais dire, c'est que ça se passe complètement différemment en Europe. Si on prend les acteurs qui s'intéressent à la régulation du travail, donc je citais le ministère des Affaires sociales, l'Allemagne a été leader,
c'est maintenant passé au niveau européen. Le rapport Arbeit Papier, Work for, qui existe en ligne, a eu 2 moments, le Green Paper, le White Paper. Donc je vous ai dit 360 questions, à partir de 60 à 10. Ils ont traité ensuite les choses dans le rapport. Et la question de base, c'est comment fait-on pour maintenir les démocraties sociales, notre système social, notre système d'équilibre et d'égalité, etc. Et vous avez entendu parler d'Iggy Metall pour les 28 heures, mais Iggy Metall a été leader non pas seulement sur les 28 heures, mais aussi pour créer le premier syndicat transnational pour qui s'appelle Fair Crowd Work pour les travailleurs du digital labor. Ils ont imposé une charte en faisant des interviews, en interviewant les travailleurs. Les travailleurs ont dit que la seule chose qui compte pour eux, c'est en fait l'argent, d'avoir un revenu qui est suffisant, etc. Et ils ont introduit une charte qui a déjà été signée par 8 plateformes présentes en Allemagne avec un salaire minimum. À la pièce, à la tâche, mais un salaire minimum, in fine mensuel. Donc on est en train d'inventer une économie contractuelle, des modes de pression en Allemagne à l'ancienne, avec un syndicat et un État qui se sont transnationalisés, puisqu'ils ont créé une étude mondiale qui, sur une arène discursive internationale, en prenant un rôle d'entrepreneur culturel sur ce qu'il faut faire pour maintenir les démocraties sociales du côté du ministère des Affaires sociales allemand, et du côté d'Iggy Metall, c'est transnational, avec l'Autriche au départ, l'Italie, etc. Mais ça s'élargit, et c'est une plateforme, ce syndicat lui-même, où tout le monde peut intervenir. Donc, je passe à la conclusion rapidement. J'ai tout cassé. Voilà, je passe à la conclusion, si j'y arrive. En fait, vous allez tout revoir. Super. Ah, j'y arrive pas. Hein. Vous allez me donner des cours. Hein. J'y arrive pas. Il veut pas arriver à la fin. Il veut, là, ou pas, non? J'y arrive pas. Ah, ça y est, je bouge plus. Donc en conclusion, par le biais des rapports globaux mondiaux, la question de l'AI est arrivée sous forme de peur, d'utopie, de dystopie sur la scène publique transnationale. À cause du travail, on est rentré dans des acteurs qui sont impliqués traditionnels, comme les États, les ministères, les politiques sociales, etc., qui se sont mis pour pouvoir agir, puisque le droit n'était pas opérant, ou en tout cas pas tout de suite, de façon transnationale dans les arènes en question, avec de la soft law, c'est-à-dire de la pression, des codes d'éthique, des chartes, etc., puisqu'on ne peut pas faire des réglementations fortes. Il y a une prise de conscience des professions elles-mêmes qui s'organisent dans des initiatives entièrement liées. C'est-à-dire, si on regarde les boards, on est dans les participations croisées, baladures des années 90 en France, quoi. C'est-à-dire, dans les boards, on retrouve les mêmes. Eric Horvitz, c'est partout, sauf les femmes. Les femmes, elles sont toutes seules et elles sont à part. Donc, AINAO, etc. Une remarque conclusive, une seconde. Donc, on est sorti du garbage in, garbage out. C'est-à-dire qu'il y a une partie de la profession qui se dit il faut qu'on s'en occupe, sinon on ne va plus pouvoir avancer. Deuxième remarque conclusive, on est dans un problème aussi en double avec la question des algorithmes au sein des entreprises du travail salarié. C'est des problèmes, on l'a dit, de quantification, d'une part, et de raisonnement comparatiste. Alors, je voudrais juste conclure là-dessus. C'est que, en fait, la façon dont l'AI a commencé à traiter, c'est l'histoire de l'uniforme, c'est qu'on traite des discriminations directes. Les biais inconscients sont des discriminations directes, du racisme direct. Or, on sait en sciences sociales que les phénomènes de discrimination, les phénomènes d'inégalité, les phénomènes d'invisibilité sont des phénomènes systémiques et de discrimination indirecte. Or, ça, on n'a pas aujourd'hui l'équipement, à part la régulation à l'ancienne, c'est-à-dire Iggy Metall qui fait des chartes qu'on signe, on n'a pas les outils
ou les raisonnements qui se croisent de discrimination directe, indirecte. Ça, c'est la première remarque. Ensuite, les raisonnements, y compris dans le champ des discriminations au travail, est comparatiste. Et ça, ce sont tous les outils de management, tous les outils de notation, y compris les notations financières, dont on a parlé aussi, qui sont comparatistes. C'est A, A+, etc. C'est les 15% de VA, on est en dessous, on est au-dessus de la moyenne, etc. C'est les notations d'Uber, on est au-dessus de la moyenne, au-dessus de la moyenne. Tout est comparatiste par rapport à l'écart à la moyenne. Or, les philosophes de la justice aujourd'hui nous rappellent, c'était la remarque de Yann Mounet-Boutan, qu'on a un problème avec ces raisonnements-là, en termes de justice. Et je vais finir en... S'il me reste 1 minute ou pas pour finir? Ouais, allez, d'accord, je la vole. Donc, je vais citer Deborah Hellman, ouverture de la conférence FAT, philosophe juriste du droit américain, auteur de When Discrimination is Wrong. Elle fait tout un exposé pour expliquer que la discrimination, c'est normal. Les algorithmes discriminent, c'est normal. On n'a pas par exemple, le droit discrimine tout le temps. Quand on a moins de 16 ans aux États-Unis, on n'a pas le droit de conduire une voiture. On discrimine par l'âge. Quand on a 15 ans, etc., on n'a pas le droit. Donc c'est une discrimination. Mais la question, c'est quand est-ce que c'est mal? Quand est-ce qu'il y a un problème avec la discrimination, sachant qu'on classe, nos sociétés classent tout le temps. La sociologie classe tout le temps. Les groupes sociaux classent tout le temps. Ils discriminent, ils mettent en dessous, ils mettent en bas, etc. Tout le temps. Donc c'est le travail des sociétés. Donc de hiérarchisation sociale normale. Donc elle dit, le problème, c'est qu'on est dans un monde qui considère que la justice, c'est l'équité, c'est-à-dire de faire en sorte que who is alike is treated alike. Celui qui est semblable a le même traitement que son semblable. C'est-à-dire c'est un raisonnement comparatif. Et elle cite cette anecdote de droit pour expliquer le problème. Donc je vais vous la citer pour conclure. C'est la constitution d'un juré américain, donc des gens qui sont tirés au sort. Première réunion avec le juge, il y a eu une violence policière sur un jeune noir. Le juge interroge tout le monde par rapport à ses biais personnels en expliquant: est-ce que vous avez déjà été maltraité vous-même par la police? Et en anglais, il leur demande: Have you been treated unjustly? Unjustly. Et il y a un prof de philo qui est là et qui dit: I've never been treated unjustly, but I've been treated unfairly. No, I've been treated unjustly. Non, il demande, excusez-moi, je me suis trompée. Donc je recommence, c'est comme pour les slides, il me faut 3 fois. Donc, unfairly. Et donc le prof de philo dit: j'ai été traité de façon fair, mais de façon unjust. Il dit: voilà, j'étais jeune, j'étais étudiant, on a envahi le bureau du président de l'université, du dean, parce qu'il y avait eu des problèmes sur le campus, la police a débarqué et ils m'ont frappé. Ce n'était pas unfair, parce mais ils ont également frappé tous les autres. Mais c'était injuste, et c'était un cas de violence. Et donc, la conférence FAT a conclu là-dessus. On a un problème parce qu'on est en train d'établir des critères de justice qui sont uniquement construits sur le critère de fairness, de comparaison. Donc, il y a toute une série, nos sociétés se sont construites comme ça. Depuis les années 90, on peut ramener ça au néolibéralisme, mais le raisonnement comparatif de benchmarking, d'évaluation, etc., il est récent, relativement récent, quantitativement. Et l'intelligence artificielle vient rajouter une couche là-dessus. Et donc, je voudrais conclure là-dessus. Granularité, on a eu ce matin, mais comparatisme et justice, autre problème qui n'est pas adressé, en tout cas, ni dans les rapports sur le travail, ni dans les conférences et initiatives que je viens de vous citer. Merci.